Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Bon, c'est une période qui peut être un peu spéciale. Pour certains, c'est un moment de l'année qui est très attendu. Et pour d'autres, ça peut être plus compliqué, en particulier pour les gens qui sont seuls et pour qui cette période peut être difficile à vivre parfois, mais aussi pour les gens qui ont des réunions de famille, qui peuvent être des moments qui ne sont pas forcément réjouissants pour certains pour plein de raisons. Donc, je pense à vous, je sais que c'est une période assez particulière et je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes quand même si vous le pouvez. Alors comme c'est l'hiver et qu'il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo qui parlait de lecture hivernale, j'avais envie de rester dans le thème en vous parlant cette fois de jeux vidéo qui se passent dans le Grand Nord. Parce que quand il fait froid dehors et qu'il fait noir tôt, quelle meilleure période pour vivre des aventures trépidantes en restant tranquillement chez soi, confortablement installé sous un plaid. Oui, j'ai un problème avec les plaids, mais sinon, les thés chauds, ça marche aussi, connu qu'un thé chaud en plein hiver. Donc, je vous ai fait une petite sélection de jeux que j'ai bien aimés et qui ont pour point commun le froid. Alors, je tiens quand même à préciser avant de commencer que je ne vais pas faire une vidéo comme on en trouve plein sur internet, c'est-à-dire une vidéo de test de jeux. Ça ne m'intéresse pas, il y en a plein internet comme je dis, donc moi j'ai juste envie de vous parler de ce qui m'a plu. Et donc on va commencer par, je pense, le jeu qui est le moins connu, qui m'a beaucoup marqué à l'époque parce qu'il mêle parfaitement justement aventure et imaginaire. Il s'agit de Syberia. C'est une saga, en tout cas une série de 4 jeux. Le premier est sorti en 2002 et le dernier en 2022. Et je vais surtout vous parler du 2 parce que c'est par celui-là que j'ai commencé, que j'ai découvert la saga, et c'est surtout celui-là qui m'a le plus marqué. Donc Syberia, c'est un jeu qui a été créé par Benoît Socal, qui était un illustrateur de bande dessinée belge, mais aussi un concepteur de jeux, donc, et un scénariste, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et donc il a créé Syberia, qui est en fait un jeu d'aventure dans lequel on incarne Kate Walker, qui est une avocate américaine, qui au départ est envoyée pour le compte de son client dans un petit village français, qui s'appelle Valladolid, pour conclure le rachat d'une usine familiale suite au décès du propriétaire de celle-ci. Cette usine, c'est celle des Vorarlberg, dans laquelle est fabriqué des automates, et pendant sa mission, Kate, elle va découvrir qu'il y a encore un héritier en vie, et donc elle va partir à sa recherche. Et sa quête va l'emmener très loin de chez elle. Alors comme je vais parler du deuxième opus, je risque forcément de dévoiler quelques petits éléments de l'intrigue, mais je vais rien dire de plus que ce qu'on pourrait retrouver dans les descriptifs des jeux. Comme ça je ne vous divulgage rien, et tout le monde est content. Le premier et le deuxième jeu en fait sont très liés parce que c'est une histoire qui se déroule en 2 parties. Donc dans le deuxième, dont je vais surtout vous parler aujourd'hui, Kate, elle va retrouver et se lier d'amitié avec l'héritier de cette usine qui est Hans Vorarlberg et qui est un inventeur de génie qui conçoit des automates qui sont presque humains, dont Oscar, qui est assez drôle, sans le vouloir, avec qui elle va devenir amie aussi. Kate, elle va faire la promesse à Hans, qui est assez mal en point, de l'emmener à Syberia, qui est un peu une terre de légende dont il parle tout le temps et que personne n'a jamais vu, et sur laquelle il prétend qu'il y aurait encore des mammouths. On a envie d'y aller rien que pour ça. Et donc, on va s'embarquer comme ça de plus en plus loin dans le Grand Nord pour tenir cette promesse, avec cette grande question: est-ce que Syberia existe vraiment? Je pense que c'est un jeu qui ne va pas forcément convenir à tout le monde parce que déjà, ça a pris un petit coup de vieux, mais surtout, c'est un point and click à l'ancienne. C'est un jeu qui est très narratif, linéaire, même s'il y a plein de rebondissements. La progression peut parfois être lente. En tout cas, vraiment, on est loin des grandes licences et des jeux dont je vais vous parler juste après. Mais moi, j'ai adoré. Le fait que je n'avais pas fait le premier ne m'avait pas gêné à l'époque parce qu'il y a un résumé de l'histoire au début. Et j'ai adoré parce que pour moi, c'était vraiment un ovni déjà. J'avais jamais vu un jeu comme ça. Et là, parce qu'il a une vraie identité visuelle. La direction artistique est très belle. Les décors sont en fait dessinés à la main. Ça donne vraiment de très beaux tableaux qui ont beaucoup de charme. Il y a une atmosphère et une ambiance très particulière qui s'en dégage. Et puis surtout, la musique est très marquante. C'est Aynon Zur, le compositeur, qui compose beaucoup pour les jeux vidéo. Il a travaillé notamment sur Prince of Persia et Fallout aussi. Mais là, l'OST, elle est incroyable et elle appuie superbement bien l'aspect onirique de l'histoire et des lieux. J'ai adoré Syberia 2, en fait, surtout pour son histoire. Je trouve que c'est ce qui fait sa force, c'est que c'est un jeu qui est basé sur l'exploration, sur la résolution d'énigmes. On va enquêter tout au long de l'histoire et l'intrigue est très bien écrite. Et ça fait du bien d'avoir un bon scénario parce que je trouve que c'est ce qui manque à beaucoup de jeux maintenant malheureusement. Et moi c'est ce qui va vraiment me faire accrocher à un jeu ou pas. Si l'histoire est forte et bien ficelée, même si les graphismes sont pas fous à côté, c'est pas grave. Pour moi ça prime vraiment sur le reste. Après, si elle est deux, évidemment c'est encore mieux. Mais si je prends un exemple contraire,
au hasard Hogwarts Legacy, pour laquelle j'avais d'immenses attentes évidemment, puisque vous savez que Harry Potter c'est toute ma vie, et c'était hyper décevant. Le jeu est réprochable graphiquement, on s'y croirait, c'est splendide, on a envie d'être un peu là, mais c'est d'un vide abyssal niveau intrigue et cohérence. Pour moi c'était vraiment une énorme attente et j'ai été très très vite déçue, et surtout très frustrée de voir un jeu avec autant de potentiel gâché par une histoire qui n'a pas vraiment de saveur. Bref, là dans Syberia on est sur une histoire qui tient la route, une invitation au voyage avec des personnages attachants et assez atypiques avec Oscar et Hans, mais j'ai beaucoup aussi aimé incarner Kate, qui est une femme qui ne s'en laisse pas compter, comme on dit. J'ai beaucoup aimé son évolution, le fait de la voir prendre son indépendance et partir à l'aventure comme ça, en laissant tout derrière elle pour suivre son ami et son rêve un peu fou, parce que dans cette histoire, on quitte la civilisation pour aller dans la Russie profonde. On ne sait pas du tout jusqu'où ça va nous mener, tout ça. Et ce qui est cool aussi, c'est l'aspect justement imaginaire et un peu magique du jeu. À un moment, on découvre par exemple une tribu, qui sont les Yukol, qui pratiquent le chamanisme, et qui ont leur propre mythologie assez mystérieuse, qui est bien rendue. Et il y a beaucoup de choses comme ça sur le thème du rêve aussi. Pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un univers qui est marquant et dans lequel on a envie de retourner. Et moi qui aime les jeux d'aventure et l'imaginaire, forcément, j'étais comblée. Le travail de Benoît Socal, pour moi, mérite vraiment en tout cas d'être découvert. Donc si vous aimez le grand froid, les automates, le mystère, les énigmes, je vous recommande de tester. Par contre, les énigmes, justement, dans mon souvenir, n'étaient pas du tout évidentes, surtout dans le 2. Donc si ça vous tente de tester pendant les fêtes, je vous mets au défi de ne pas regarder une seule fois les solus et on va voir si vous allez y arriver. Je pense que vous les trouverez pour pas cher. Moi, je les avais trouvés sur Instant Gaming. Je crois que j'avais tout pris pour moins de 10 € quand j'avais voulu les refaire à l'époque. Donc voilà, je vous conseille surtout le premier et le deuxième, vous l'aurez compris. Le 3 est beaucoup plus sombre, il perd beaucoup de son charme, je trouve. L'histoire est moins intéressante selon moi. Mais le dernier est pas mal du tout, j'ai passé un bon moment. Le gameplay évolue un peu plus parce que évidemment c'est plus moderne, c'est plus récent. Il y a des mécaniques de jeu qui sont sympas parce que les anciens, faut quand même l'avouer, ils ont pris un petit coup de vieux. Mais bon, ça a son charme. Voilà, je m'arrête là pour Syberia. Dites-moi si vous connaissiez, est-ce que vous en avez pensé ou si vous connaissez aussi d'autres jeux dans ce genre-là, je serais très curieuse de savoir. Et si vous avez réussi le deuxième sans regarder les solutions, alors là bravo à vous, parce que moi pour le moment j'ai jamais réussi. Bon alors maintenant, on va passer à des jeux beaucoup plus connus. La dernière fois, je vous avais conseillé quelques lectures sur la mythologie nordique, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter un jeu qui mêle à la fois le froid, les dieux et le Grand Nord. Vous l'aurez probablement deviné, il s'agit évidemment de God of War. Je vais vous parler uniquement là des deux derniers, donc God of War qui est sorti en 2018 et Ragnarok en 2022, qui sont en fait les seuls que j'ai fait et qui nous plongent dans la mythologie nordique. Étonnamment, j'ai bien aimé incarner Kratos et pourtant c'était pas gagné. C'est clairement pas mes jeux préférés parce que le principe, ça reste quand même de taper sur des bonhommes. Des bonhommes différents, certes, mais je trouve qu'on s'ennuie si on s'en tient là. Les jeux uniquement de combat, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve ça répétitif et j'ai l'impression de perdre mon temps. J'aime bien les combats, attention. Y a pas de problème. Quand ils sont bien pensés, c'est cool. Mais moi, il me faut de l'histoire. J'ai besoin d'être emportée et de vivre des choses intéressantes. Heureusement, dans ceux-là, il y a quand même plus que ça. Ça reste un jeu de combat à progression linéaire, mais l'histoire, l'univers et les personnages m'ont suffisamment embarqué pour que je parvienne à oublier ou à surmonter en tout cas cet aspect un peu répétitif qu'il peut y avoir. Résultat, j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande pour plusieurs raisons. Bon, déjà, si vous aimez la mythologie nordique, évidemment, il y a énormément de références. C'est un plaisir de reconnaître chaque petite allusion et c'est pour ça que je vous conseille aussi de vous pencher un peu là-dessus avant de faire le jeu parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de tout ça. Le travail qui a été fait sur la mythologie est très très bon. L'univers du jeu tourne autour des mythes parce que donc Kratos, pour la petite histoire quand même, je vais peut-être décrire un peu, c'est un chef guerrier qui a été élevé au rang de dieu de la guerre par les dieux de l'Olympe, mais qui a fini par se retourner contre eux et causer leur chute. Suite à ça, il part s'exiler dans le nord en espérant y refaire sa vie, et c'est là que l'on bascule justement dans la mythologie nordique et non plus dans la mythologie grecque qui était le cœur des premiers jeux. J'ai beaucoup aimé pouvoir interagir avec des personnages et des figures emblématiques de ces mythes. C'est vraiment agréable. En plus, certains personnages ont beaucoup d'humour. Il y a à la fois des aspects inquiétants, mais aussi plus légers, qui permet justement d'avoir des petites respirations. L'immersion dans ce monde est totale. En plus de ça, esthétiquement, il n'y a vraiment rien à redire. Les graphismes, la lumière, les choix de la direction artistique
sont cohérents. Tout est fait pour rendre cet univers très vivant et qu'on voit pas la différence entre les cinématiques et le moment où on joue réellement, ce qui rend l'expérience très fluide et ça c'est vraiment très très appréciable. Et ce qui m'a vraiment plu et pourquoi j'ai accroché, c'est l'histoire, encore une fois. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'une bonne histoire donc pour vivre une bonne expérience de jeu. Et les deux intrigues sont bien menées et abordent des thèmes intéressants. Dans le premier, Kratos perd sa femme et doit, avec son fils Atreus, accomplir sa dernière volonté qui est que ses cendres soient répandues au sommet de la plus haute montagne. Ça commence là-dessus. Donc, Kratos entreprend ce long périple avec son fils et bon, on voit que Kratos, quand il s'agit de taper sur des ennemis, ça va, il gère plutôt bien l'affaire, mais quand il s'agit de parler et de transmettre ses émotions, bon, il n'y a plus personne. Il y a comme un petit problème. Bon, on pourrait penser que on resterait dans cette image de la virilité de base, qui est qu'on aime la bagarre et qu'on ne montre pas ses émotions. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, le personnage ne reste pas emprisonné dans ce cliché. Et j'ai aimé voir comment évolue cette relation père-fils, parce que on sent que Kratos a très très envie de montrer à son fils tout l'amour qu'il a pour lui. Sauf que maintenant, ils sont coincés uniquement tous les deux. Et il n'y a plus physiquement la figure maternelle pour faciliter le lien entre eux, parce qu'on sent qu'elle facilite le lien entre eux, et la communication est donc plus compliquée. Et malgré sa mort, c'est quand même elle qui, par cette quête, mais aussi par les souvenirs qu'elle leur laisse, c'est elle qui permet de maintenir ce lien et de faire en sorte que cette communication soit finalement possible. Même si on sent que c'est clairement pas gagné. Et dans Ragnarok, la suite donc, le jeu aborde plutôt la notion de confiance, de transmission, et aussi comment Atreus essaye de s'émanciper par rapport à cette figure paternelle qui prend quand même beaucoup de place. Et bien sûr, tout ça avec une histoire qui entremêle tout un tas de figures et d'intrigues en lien avec la mythologie nordique, ce qui en fait des jeux très réussis et agréables à faire. Ah oui, et j'en ai pas parlé, mais la musique a aussi un rôle très très important. Elle vient vraiment appuyer et sublimer les moments forts et participe énormément à l'ambiance et l'atmosphère un peu mystique et sombre du jeu. Cette bande son, on la doit à Bear McCreary, j'espère que je prononce bien. C'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui a travaillé sur énormément de films, de séries et de jeux vidéo, comme Les Anneaux de Pouvoir ou Outlander par exemple, et il a été plusieurs fois récompensé justement pour son travail sur God of War. J'aime beaucoup notamment ce qu'il a fait sur Les Anneaux de Pouvoir avec le thème du magicien notamment. Je vous la mettrai en description ce morceau-là si vous voulez aller écouter. En tout cas, je vous les recommande si vous n'avez encore jamais testé et que l'aspect combat répétitif vous freine un peu. Moi qui n'aime pas du tout ça, je trouve que c'est pas gênant, on se concentre pas vraiment là-dessus. Ça vaut le coup pour l'histoire, l'univers et les personnages, et même l'aspect combat est plutôt bien pensé. Il y a des affrontements avec des ennemis titanesques. Si vous aimez les combats épiques, je pense que voilà, vous allez être servi. Et maintenant, on va passer à un jeu d'une franchise iconique pour laquelle j'ai une affection très 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 forte, parce que j'y joue depuis très jeune. Il s'agit de Tomb Raider et de la personne qu'on ne présente plus, c'est-à-dire Lara Croft. Alors Tomb Raider, je les ai pratiquement tous faits, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus. Je crois que j'ai tout de suite accroché avec ce personnage, déjà parce que à l'époque, c'était, je pense, la première fois que je pouvais incarner une femme dans un jeu d'action, ce qui est très cool. Mais surtout parce que j'ai toujours aimé le mélange d'action, d'aventure, d'exploration, mais aussi et surtout d'énigmes. Et avec Lara Croft, on incarne une jeune femme charismatique, courageuse, rationnelle, qui voyage dans des pays et des lieux toujours plus beaux les uns que les autres. Et quand j'étais petite, j'adorais, et j'adore toujours, la mythologie, les légendes, et donc évidemment avec Tomb Raider, il y a tout ça. Les intrigues intègrent toujours des éléments mystérieux et d'imaginaire, donc voilà, il y avait tout pour me plaire. Je vais pas m'étendre sur le personnage de Lara Croft, sur ce qu'il représente, parce que de toute façon, j'ai très envie de faire des vidéos sur les représentations dans les jeux vidéo, et en particulier les personnages féminins. Voilà, bon j'ai mis l'idée de vidéo, hein, c'est ça mon problème, je sais pas quand je vais faire tout ça, mais bon voilà. Aujourd'hui, puisque le thème c'est le froid et le grand nord, j'avais plutôt envie de vous parler de The Rise of the Tomb Raider, puisque l'essentiel de l'intrigue se déroule en Sibérie. Soyons clairs, c'est loin d'être mon préféré, ça reste un bon jeu, hein, sinon je ne vous en parlerai pas, mais c'est pas celui que je préfère parce que je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'âme des Tomb Raider plus à l'ancienne, parce que dans les 3 derniers, Square Enix en fait a voulu faire un reboot en revenant sur les origines de Lara Croft, ce qui est une super idée. D'ailleurs j'avais beaucoup aimé le premier qui est sorti en 2013, qui ressemblait quand même plus à un jeu de survie, qui était quand même pas mal. J'avais aimé voir comment le personnage devenait la Lara qu'on connaît. Je trouvais que ça donnait un nouveau souffle à la franchise. Mais je trouve que dans ceux qui ont suivi, on s'éloigne un peu du personnage qu'on connaît, parce que certes elle a des armes, elle s'en sert, mais là on a l'impression
qu'on tue des gens à tour de bras, comme si c'était normal. Sauf que, bon, Lara, c'est quand même une archéologue à la base, donc je suis un peu perplexe. Je trouve qu'on perd aussi un peu cet aspect d'exploration, et surtout d'énigmes, qui était beaucoup plus prononcé avant. Et surtout, même si j'ai toujours apprécié l'aspect mystérieux et les touches d'imaginaire dans ces histoires, ici les intrigues sont trop tirées par les cheveux à mon avis, et assez inintéressantes au final. Bon alors, vous devez vous dire pourquoi elle nous parle de ce jeu, hormis le fait que ça colle au thème, parce que visiblement ça a l'air nul. Eh bien parce que ça reste quand même un bon jeu, qui je pense pourra plaire à certains fans de la franchise, comme à ceux qui ne sont pas fans du tout d'ailleurs, parce que déjà les décors sont magnifiques. J'ai particulièrement aimé le prologue qui se passe en Syrie, c'est très très beau, il y a rien à redire là-dessus. Et si vous avez aimé celui de 2013, il y ressemble beaucoup en termes de mécanique de jeu. L'aspect infiltration est un peu mieux développé, avec des moments où on peut même se flanquer sous l'eau, ça j'ai beaucoup aimé. Et cet aspect est un peu plus présent encore dans Shadow of the Tomb Raider, qui se passe en Amérique centrale cette fois, qui est magnifique aussi, avec des paysages à couper le souffle encore. J'ai aussi apprécié l'impression de progression. Tout au long du jeu, Lara gagne en compétences au fil de l'histoire, ce qui donne vraiment une sensation d'évolution. Alors oui, je sais que je suis très exigeante, parce qu'évidemment, comme je connais très très bien cette franchise-là, j'ai beaucoup d'attentes, mais même si l'histoire de cet opus m'a vraiment pas convaincue, ça reste un bon jeu d'action et d'aventure avec un personnage charismatique qu'on aime forcément, donc voilà pourquoi je l'ai inclus dans cette liste. J'ai hâte en tout cas de voir le prochain, de savoir un peu ce qu'ils vont nous inventer, parce que j'ai été légèrement déçue par cette nouvelle trilogie. Moi j'aimerais beaucoup retrouver un peu l'âme des anciens, même si j'aime bien ce qu'ils ont fait du personnage de Lara, qui est quand même plus humain dans les derniers. Mais s'ils parviennent à nous proposer une bonne histoire avec les graphismes de maintenant, il y a de quoi avoir un jeu vraiment époustouflant. Et puis surtout, j'ai hâte de savoir où on ira, parce qu'à chaque fois, les destinations sont folles. Pour terminer, j'ai choisi de vous parler d'un jeu qui m'a conquise ces dernières années. Je veux parler de Horizon Zero Dawn et de sa suite Horizon Forbidden West, développé par le studio néerlandais Guerrilla Games. J'ai beaucoup apprécié l'univers de cette franchise qui se déroule dans un monde futuriste, post-apocalyptique, où la civilisation humaine a disparu et où le monde est dominé par des machines robotiques qui imitent la forme d'animaux et dont on ignore l'origine. Dans cet univers, il ne reste que quelques tribus primitives, dont celle des Nora, dont fait partie Aloy, la jeune femme qu'on va incarner. Aloy, c'est une orpheline dont la naissance est entourée de mystères et qui est bannie dès sa naissance de cette tribu et qui est élevée à l'écart par un ermite. En grandissant, elle veut trouver des réponses et découvrir qui étaient ses parents pour comprendre pourquoi on l'a bannie de sa tribu. Et dans sa quête de réponse, on va aussi découvrir d'où viennent ces machines et comment ont disparu les autres êtres humains. Je ne suis pas une fan inconsidérée de la science-fiction, donc l'aspect robot, intelligence artificielle ne m'emballait pas des masses au départ, je dois bien l'avouer. Pourtant, ce mélange de science-fiction un peu fantastique, mais aussi d'enquête, d'aventure, tout ça dans un monde ouvert qui nous permet d'explorer des paysages très différents, luxuriants, m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très original et très immersif. J'ai été embarquée par l'histoire, qui tient vraiment la route pour le coup, et qui a un message intéressant sur le technosolutionnisme et sur l'écologie entre autres. J'en dirai pas plus sur l'histoire parce que je veux pas vous gâcher la découverte pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait vraiment dommage. Le jeu est absolument magnifique en termes de graphisme et de direction artistique, c'est à couper le souffle. Franchement, j'ai été bluffée quand j'ai joué à ça. Encore plus dans la suite, Horizon Forbidden West et son DLC Burning Shore, si c'est possible. Mais même Horizon Zero Dawn, en plus il y a une version remasterisée, je crois, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Tout est splendide des premiers jeux. C'est très agréable de se promener dans un univers aussi riche et aussi beau. On en prend plein les yeux tout le temps. On retrouve des paysages enneigés dans les deux opus, mais le monde ouvert est très vaste et varié à chaque fois. On passe de forêt aux montagnes, en passant par le désert et la jungle. C'est superbe et très dépaysant. Parfait pour voyager et être dépaysé en restant chez soi, et ça on aime bien. L'un des points les plus positifs pour moi dans ce jeu, c'est le personnage d'Aloy. Elle est courageuse, très maligne, elle utilise son esprit critique en se méfiant des croyances des uns et des autres et en essayant de découvrir la vérité par elle-même, et ça j'ai adoré cet aspect-là chez elle. Je l'ai trouvée très charismatique et humaine, j'aime beaucoup son caractère, elle se laisse pas faire, c'est quelqu'un de déterminé. C'est vraiment un plaisir d'incarner un personnage comme ça, j'aimerais vraiment en voir beaucoup plus. Là pour le coup, il y a des combats, mais aussi beaucoup d'exploration, d'enquête, tout est bien dosé, le gameplay est bien pensé, l'histoire est bien ficelée. J'aime beaucoup le mélange entre furtivité, dissimulation, mais aussi combat épique.
Le système de combat est varié, et puis on a un arc, donc moi je suis contente parce que impossible d'avoir du style sans un arc avec soi quand même. Le gameplay a été amélioré dans le dernier, il y a vraiment des choses qui ont été ajoutées qui donnent des scènes de combat assez épiques. Franchement, il y a des scènes très jouissives. La bande originale est très plaisante aussi. J'aime beaucoup. Je vous recommande de tester. Il y a de fortes chances que ça vous plaise si vous ne connaissez pas. Et je pense que ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette expérience. Donc si vous avez l'occasion, au moins commencez par le premier. Comme ça vous voyez si ça vous plaît ou pas. Voilà les jeux que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler vite fait d'un podcast. Alors ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, je sais bien. Mais il me semblait intéressant de vous le partager en cette fin d'année. Il s'agit de Méta Choc, qui a été créé par Elisabeth Feti. C'est un podcast qui parle de métacognition. C'est le fait d'exercer son esprit critique, mais sur soi-même, et de tenter de comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense. Personnellement, c'est un domaine qui me passionne, étudier comment notre cerveau fonctionne, comprendre nos biais cognitifs et les impacts qu'ils ont sur notre façon de penser et d'agir. Je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous parler de mes lectures dans ce domaine et aussi pour vous partager des chaînes YouTube qui font un super boulot là-dessus. Il y a beaucoup de choses à en dire. Méta Choc, je suis tombée dessus parce qu'il y a une période où je m'intéressais beaucoup aux mouvements sectaires et à leur fonctionnement, parce que j'essayais de comprendre en fait comment on pouvait se faire embrigader. Bon, et moi quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'y vais à fond. Donc j'ai écouté beaucoup de choses, et puis j'ai fini par tomber par hasard sur ce podcast, sur un épisode, et j'ai trouvé passionnant. Et après je les ai tous enchaînés, et j'en rate plus un seul depuis. Le travail d'Elisabeth Feti, pour moi, est vraiment d'utilité publique. Alors il y a plusieurs formats. Il y a des pastilles courtes qui permettent de découvrir un sujet, des analyses avec des experts, que ce soit des sociologues ou des experts en neurosciences par exemple. Et il y a un format qui est peut-être celui que je préfère et que je trouve le plus percutant, c'est celui des témoignages de gens qui sont sortis de croyances très profondes. Je trouve que c'est super intéressant de voir comment c'est possible de tomber là-dedans, mais aussi surtout de voir comment on peut en sortir. Alors il y en a sur plein de choses, sur plein de croyances différentes. Ça va de l'astrologie à la voyance, en passant par le New Age, mais aussi certaines sectes comme je le disais. Mais il y a un travail très approfondi sur des sujets très divers. Ça va de la loi de l'attraction, donc le fait de croire que nos pensées créent notre réalité. La pensée positive, elle aborde aussi les pseudosciences, l'ésotérisme, les dérives du développement personnel et des pseudomédecines, qui se développent quand même énormément et qui peuvent entraîner des dérives dangereuses, ne serait-ce que sur des questions de santé. Et pour moi, ce podcast est d'autant plus important justement parce que toutes ces croyances se développent à fond. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis de plus en plus sidérée de voir la place que les livres de développement personnel, mais aussi de tout ce qui a trait à l'ésotérisme, parce que moi la lithothérapie, le tarot et je ne sais quoi, j'en peux plus. Voir la place que ça prend dans les librairies, c'est assez terrible de voir ça. Moi je préférais plutôt voir les rayons de la littérature, de l'imaginaire se développer, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe visiblement. Je voulais vous recommander ce podcast parce que je me dis que pendant les fêtes, on peut être amené à côtoyer des proches qui sont tombés dans des dérives ou qui ont des croyances qui peuvent potentiellement être problématiques pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes, et que donc ça peut être intéressant pour au moins comprendre comment on peut être amené à tomber là-dedans, parce que tout le monde peut l'être, et j'insiste là-dessus. Il faut pas être débile pour tomber et pour se faire embrigader dans ce genre de choses, donc c'est pour ça que c'est aussi important d'écouter ça. Et aussi pour ne pas être dans le jugement et peut-être déclencher des discussions intéressantes. En tout cas, je vous invite vraiment à écouter ce podcast. Je vous mets 1 ou 2 épisodes en description pour que vous puissiez vous faire une idée, mais vraiment allez voir par vous-même, ça vaut vraiment le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une prise de conscience en écoutant certains épisodes, et pour moi c'est le genre de contenu qui est vraiment salutaire de partager un maximum à mon avis. Donc voilà. Ce bilan culturel touche à sa fin finalement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une nouvelle année, riche en découvertes j'espère. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Salut!